Bonjour à tous, on va reprendre le programme de cet après-midi avec une première table ronde sur le numérique éducatif. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi, je vais faire un petit tour de table, après ils se présenteront directement. Le docteur Diosika Sylvie qui est présente, la neuropsychologue Virginie Massiot, monsieur Vincent Berge et Céline Sola. Qui seront avec nous pour réfléchir ensemble sur la manière d'intégrer la technologie pour améliorer l'accès à l'éducation et personnaliser l'apprentissage, des approches innovantes qui sont actuellement mises en place d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue diagnostic, d'un point de vue compensation. Donc ces approches-là vous seront expliquées. Et ensuite, on aura aussi l'idée de réfléchir comment mettre en place cette nouvelle technologie, mais d'un point de vue équilibré et raisonné, avec une dimension de prévention et de réflexion, de vigilance, sur laquelle en fait il est indispensable de réfléchir ensemble. Donc on va commencer en laissant la parole à Madame Céline Sola, qui est conseillère pédagogique au sein de l'Éducation nationale dans la circonscription de Sanary-Sud-Sainte-Baume et qui a en charge le déploiement notamment des nouvelles technologies sur la circonscription. Celle-ci a travaillé sur une expérimentation du tout numérique. Et donc elle va nous apporter un petit peu ce regard sur quelle a été la mise en œuvre de cette expérimentation et la plus-value pour les enseignants, pour les pratiques pédagogiques et pour les élèves. Donc, bonjour à toutes et à tous. Comme vient de le dire Vanessa, je suis Céline Sola, je suis conseillère pédagogique et référente aux usages du numérique éducatif sur la circonscription de Sanary. Alors pour faire un bref petit historique de cette expérimentation, le projet est né dans l'année 2014 à peu près. C'était une idée de M. Ferdinand Bernard, qui était à ce moment-là président de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, en partenariat avec Mme Géraldine Godineau, qui était inspectrice de l'Éducation nationale à ce moment-là. Donc ils ont travaillé conjointement pour mener à bien ce projet. Et donc l'idée de l'agglo, c'était de mettre à disposition exactement le même matériel sur tous les élèves du territoire. Alors c'est vrai qu'on a un avantage, c'est que le découpage administratif de la communauté d'agglomération est exactement le même que celui de la circonscription de l'Éducation nationale, la circonscription de Sanary. Donc on a eu absolument aucun problème à étendre ce projet sur la totalité des classes. Et donc en 2015, on a reçu ce matériel dans les classes qui consiste à avoir un iPad par élève, un par enseignant et un tableau blanc interactif dans chacune des classes élémentaires. Par la suite, l'expérimentation, elle s'est prolongée sur les collèges pour qu'il y ait une continuité là-dessus. Voilà, pour faire un peu l'historique. Je lis mes notes aussi par la même occasion, parce que sinon je vais m'y perdre. Voilà, donc au-delà de cet équipement numérique, il y a une chose très importante qui a été mise en place, c'est l'accompagnement pédagogique des enseignants. Parce que c'est vrai que dans un premier temps, quand on a vu arriver tout ce matériel, certains ont été très à l'aise, d'autres l'ont été beaucoup moins, et beaucoup se sont demandé ce qu'on allait bien pouvoir faire avec tout ce matériel. Donc cet accompagnement pédagogique a été très très important parce que ça a permis déjà pas mal de choses. Déjà la première, de faire changer le regard sur le numérique. Parce que quand on parle de numérique, d'écran, etc., on imagine qu'on va faire la même chose en classe que ce qu'on fait à la maison. Alors qu'en réalité, pas du tout, et heureusement justement, parce que c'est là tout notre devoir d'enseignant, on va dire, c'est justement cette éducation-là à l'utilisation du numérique. Alors, quelle plus-value? Alors déjà, il ne faut quand même pas oublier qu'on a quand même dans les programmes du ministère de l'Éducation nationale quand même un cadre de référence de compétences numériques à atteindre, et ça depuis 2019 déjà. Et donc notamment, je cite, c'est développer les compétences numériques qui visent à un usage maîtrisé et responsable du numérique dans le cadre d'une complémentarité avec les outils traditionnels et au sein d'un projet éducatif fondé sur les programmes. Donc ça, c'est dans les textes, et donc on est enseignant, et donc on est bien obligé d'appliquer ces textes-là. Donc en gros, pour faire rapidement quand même,
On a 5 domaines de compétences à travailler tout au long de la scolarité. À la fin de cette scolarité-là, on a une certification PICS que l'on peut valider. Le premier domaine, c'est le travail sur tout ce qui est information et données. Le deuxième, sur tout ce qui est communication et collaboration. Le troisième, création de contenu. Le quatrième, la protection des données. Et enfin, l'environnement numérique. Donc voilà, donc c'est quand même assez vaste. On a ces 5 domaines-là à travailler tout au long de la scolarité des élèves. Alors maintenant, pratiquement parlant et au quotidien, comment ça se passe, comment on fait. Déjà, il faut bien se rendre compte qu'au quotidien, ces iPads, donc ces écrans, ce matériel numérique, c'est un outil parmi plein d'autres outils. C'est-à-dire parmi les stylos, les cahiers, les livres, les dictionnaires, etc. Tout ce qu'on peut trouver dans une classe. Voilà. Et donc, étant donné que c'est un outil que l'on va utiliser au moment où on en a besoin. On ne va pas utiliser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas sur un emploi du temps écrit informatique. Ça n'existe plus, c'est fini, depuis déjà pas mal de temps. Donc voilà, de même qu'on n'avait pas sur nos emplois du temps marqué dictionnaire, là il n'y a pas marqué informatique. Voilà, en revanche, on a le domaine de la langue. Pour revenir, qu'est-ce que ça va permettre de mettre en place dans les classes? La différenciation, par la dictée vocale, par exemple, l'enregistrement des consignes, les accès pour les élèves 10, pleine 10, l'accès à l'écriture du clavier, par exemple. Ça va permettre une inclusion beaucoup plus facilement, parce que du coup, tous les élèves ont accès au même matériel, donc du coup, il n'y a pas un élève qui a un gros ordinateur sur sa table et pas les autres. Ça va permettre de favoriser et de simplifier le travail autonome, créer du contenu pour fixer ses connaissances, par exemple la réalisation de capsules vidéo, de tutoriels, par les élèves bien évidemment, pour un compte de sortie, d'expérience, etc. Ça va permettre de réaliser des projets techno-créatifs, comme par exemple réaliser un film d'animation, là je parle vite, un podcast, une web radio, je vois les minutes qui défilent. On peut travailler aussi tout ce qui est communication. Alors, ce qui peut se faire, et à mon sens, c'est ce qui doit se faire au travers d'un réseau social, ce qui va permettre une éducation aux médias et au réseau. Je pense qu'on y élargira tout à l'heure. Ça permet de travailler sur le statut de l'erreur aussi, notamment grâce à la robotique et la programmation, parce que du coup, ça va permettre de changer le regard sur l'erreur qui est faite par les élèves. Dans un programme informatique, c'est pas une erreur, c'est juste un bug. Et donc on va le modifier. Et il n'y a pas de jugement sur le statut de... Il n'y a plus de faute, il n'y a plus qu'un bug, une erreur qu'on va pouvoir corriger. On va laisser la parole à Monsieur Berge qui va nous présenter une expérimentation également qui mêle les neurosciences et les nouvelles technologies pour détecter précocement les troubles cognitifs chez les enfants de 6 à 12 ans et nous apporter comment est-ce qu'avec cette approche-là, il peut y avoir des recommandations pédagogiques, quelle peut être l'utilité aussi pour l'école et pour les familles au travers de cette expérience. Merci Vanessa, tu as presque tout dit, donc, donc ça va aller plus vite. Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Berge, je suis le cofondateur d'une organisation qui est orientée sur effectivement le repérage précoce des difficultés cognitives chez les enfants. On fait de la stimulation et on a un moteur de recommandation après derrière pour les enseignants et les parents. Alors, pourquoi on s'est lancé dans cette activité? Parce que, je ne sais pas si derrière, il y a des chiffres. Je voulais vous donner comment on fait du repérage et qu'on le fait de manière systématisée dans pas mal d'écoles en France. Donc on est sur des cohortes aujourd'hui autour de plus de 300 enfants. Je voulais quand même vous donner des chiffres parce que c'est ça qui est les éléments intéressants. Aujourd'hui, on est à peu près sur... on parle d'enfants à besoins éducatifs particuliers. Et dans cette catégorie, qui est très orientée sur les apprentissages, donc, il y a des enfants qui ont des pathologies très santé. Et là, on retrouve à peu près 17 à 20% d'enfants qui ont des vraies pathologies. Et d'autres, encore 20%, qui ont des retards ou des difficultés cognitives moyennes sévères, mais qui passeront jamais par la case santé. C'est-à-dire que si vous allez faites les bilans classiques et passez par la MDPH, je ne sais pas si vous connaissez
un peu ce sujet-là, ils ne seront jamais identifiés avec des troubles cognitifs. Et on en discutait sur le terme, donc en tous les cas, nous on essaie de distinguer ces deux sujets-là, parce qu'au total, ça fait quand même plus d'un enfant sur 3, ce qui est énorme aujourd'hui et qui est en augmentation. Et quand on discute avec les enseignants, même avec Vanessa, c'est vraiment une tendance forte. Et aujourd'hui, vous pouvez essayer de faire lire un dyslexique, mais forcément, ça ne marchera pas très bien. Donc aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a 2 millions d'enfants qui sont en errance diagnostique. D'accord ? Donc c'est énorme. Et c'est là où nos travaux permettent d'aider ces enfants. Alors comment ça marche rapidement ? En fait, on va utiliser la robotique éducative pour 2 raisons principales. La première, parce que c'est une sorte de micro-monde, donc les scientifiques appellent ça ce micro-monde, qui permet aux enfants de tester, se tromper, refaire, et finalement de ne pas perdre confiance dans la partie pédagogique. Et deuxièmement, c'est au programme de l'éducation nationale. Donc normalement, tous nos enfants devraient avoir une compréhension de comment on programme un petit robot et ainsi de suite. Donc on s'est intéressé à cette activité-là. Et donc qu'est-ce qu'on en fait ? On utilise le concept que vous connaissez tous de stimuler-réponse. C'est-à-dire, on va stimuler l'enfant à travers l'utilisation de la robotique éducative, en lui faisant faire des calculs, il va aller à gauche, à droite, donc de visio-spatial, de la planification, travailler sur la mémoire, le langage, et ainsi de suite. Et on va regarder ce qui se passe en termes de comportement chez l'enfant. Et en fonction de quelques normes que l'on a, ça permet de dégager les forces et faiblesses. En quelques heures, on est capable de pouvoir offrir à l'enfant, aux parents et aux enseignants un profil cognitif qui est très proche de la réalité, en attendant potentiellement d'aller faire des bilans neuro qui, eux, prennent plus de temps, sont souvent très chers et qui, encore une fois, vont travailler que sur une partie de l'équation. Donc c'est ça ce qu'on arrive à amener. Alors nous, une fois qu'on a fait de la détection, ce qui est hyper important, c'est comment on peut stimuler et surtout quelles sont les recommandations qu'on peut faire. Donc on a un moteur de recommandation qui permet d'amener des idées pour les parents, pour les enseignants, et c'est un peu de la co-construction, parce qu'aujourd'hui on est quand même au début de cette aventure, et les recommandations pour les enseignants, si vous faites une recommandation sur un enfant, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que vous pouvez avoir dans une classe 3 enfants autistes. Si vous avez fait 10 et quelques, vous n'allez pas gérer la classe de la même façon que si vous avez un seul enfant autiste ou pas d'enfant autiste. Donc c'est important de pouvoir travailler sur à la fois des recommandations individualisées, mais en même temps collectives. L'objectif de cette réunion et de cette prise de parole, c'est aussi expliquer que la technologie, on va le voir, c'est à la fois très négatif, mais ça peut aussi aider. Vous avez dit effectivement les mots-clés de s'il est dyslexique, on va peut-être aider avec des éléments numériques. Même chose pour la dysorthographie, qui est un sujet fort aujourd'hui. Donc c'est évidemment comme d'habitude, c'est jamais ni blanc ni noir, ça va être des compromis et ça va être quelles sont les applications qui vont être mises en place. Mais je vais céder la parole après pour la suite parce qu'il y a plein de choses intéressantes qui suivent.